Céline Robert, docteur vétérinaire, professeure en anatomie des animaux domestiques à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et donc vous menez des recherches sur les facteurs de la performance chez le cheval, cheval de sport bien sûr, et vous travaillez en partenariat avec l'INRA. Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sportif un petit peu particulier qu'on vient juste d'évoquer un tout petit peu dans la conférence précédente, donc qui est le cheval. Alors, je pense que si on vous parle du cheval athlète, ce qui vous vient à l'idée d'abord, c'est le cheval de saut d'obstacle ou le cheval de course. En fait, il faut savoir qu'il y a 28 disciplines équestres différentes qui sont reconnues par la Fédération française d'équitation. Donc quand on parle d'un cheval athlète, c'est des athlètes qui sont en fait très différents, de la même façon que des sportifs humains peuvent être très très différents. Donc ça c'est pour les disciplines équestres. Et puis dans le monde des courses hippiques, là encore il y a des athlètes différents, puisqu'il y a les courses de trot, les courses de galop, les courses d'obstacles. Le cheval, c'est un sportif qui est très particulier. Tout d'abord parce qu'il interagit systématiquement avec un deuxième sportif qui est le cavalier, déjà. Donc on prend en compte deux sportifs à la fois. Ensuite, c'est un animal qui a été sélectionné depuis des siècles, donc avec des races qui sont adaptées à la pratique sportive qu'on va leur demander. Par exemple, notre cheval de saut d'obstacle, là-haut, il y a de fortes chances que ce soit un cheval de race selle français, alors que les galopeurs, ici, à Chantilly, c'est des pur sang anglais. Donc, on a déjà une spécialisation du cheval par rapport à une discipline. Et puis, autre particularité du sportif cheval depuis quelques années maintenant, c'est qu'on commence la sélection génomique chez le cheval, ce qui, pour l'instant, n'est pas vraiment d'actualité chez le sportif humain. Voilà. Donc, je vais aborder un sportif particulier dans ce domaine du cheval, qui est le cheval d'endurance. Alors, on a parlé du marathon tout à l'heure. Le cheval d'endurance, c'est le marathonien cheval. Une compétition d'endurance au niveau national ou international, c'est entre 120 et 160 km en une journée. Donc, on est loin des 1500 mètres qu'on a évoqués tout à l'heure. Ces courses, elles sont divisées entre 4 et 6 étapes qui sont parcouru à une vitesse qui varie entre 12 et 20 km/h en moyenne, bien sûr. Et donc, tous les 20 à 40 km, les chevaux sont arrêtés. On s'occupe d'eux, on les bichonne, on les rafraîchit, on leur donne à boire et à manger. Et puis, il y a un contrôle vétérinaire pour vérifier que le cheval est en bonne condition et qu'il peut continuer la compétition. Et ce contrôle vétérinaire, il repose notamment sur l'examen de la fréquence cardiaque, mais il y a aussi d'autres éléments. Alors, moi, dans le contexte de mes recherches qui sont menées avec l'équipe de génétique équine de l'INRA, eh bien, on s'intéresse à tous les critères de la performance chez le cheval d'endurance. Alors, ces critères, ils sont très nombreux. C'est une vue qui est très synthétique ici. On a tout d'abord d'un côté ce qu'on appelle le phénotype. Alors, le phénotype, c'est quoi? C'est ce à quoi ressemble l'animal. Donc, il y a sa morphologie, il y a la façon dont il se déplace, il y a la façon dont il fonctionne d'une manière générale, son métabolisme, sa fonction cardiaque, son comportement. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui est génétique, l'ADN, l'ARN. Et puis, entre les deux, eh bien, on a tout ce qu'on appelle les effets milieux, dans lesquels il y a l'environnement, il y a l'entraînement du cheval. Alors, je ne vais pas reprendre tout ça en détail, parce que vu le temps qui m'est imparti, ça serait bien sûr impossible. Je vais juste faire effleurer comment, dans un certain nombre de ces éléments, les mathématiques, le calcul, nous aident à comprendre ou pourraient nous aider à améliorer la performance de nos chevaux d'endurance. Voilà. Alors, par exemple, pour l'endurance, pour l'entraînement, si on prend un cheval de niveau national, il fait 2 à 3 compétitions par an. Il commence la saison au mois de mars-avril, quand il commence à faire un petit peu beau, comme maintenant, et puis il la termine au mois d'octobre. C'est un animal qui vit toujours dehors, au pré ou au paddock. Donc, ce n'est pas le cheval de course ou le cheval de saut d'obstacle qui vit dans un box. Donc, il marche. Et en termes de séances d'entraînement, il s'entraîne que 3 fois par semaine, avec des séances d'à peu près 2 heures de travail. Et c'est essentiellement du travail au pas. Vous avez ici, il fait un peu de montée, de descente au pas, de temps en temps un petit peu de trot et un petit peu de galop. Et puis, en préparation des compétitions, il y a des séances de galop qui surviennent tous les 10 jours à peu près. Donc, c'est ce que vous avez ici. Le cheval va sur un hippodrome ou sur une piste et il galope pendant 1, 2 ou 3 heures d'affilée. Voilà. Alors, pour les gens qui suivent des sportifs humains, ça peut paraître très très faible comme charge d'entraînement.
Ça a l'air de marcher, mais en fait, personne ne s'est jamais intéressé à calculer réellement la charge de travail d'un cheval d'endurance, à mesurer ce qu'il fait à l'entraînement, à voir si on peut l'améliorer, si on peut augmenter, améliorer les performances. Donc il y a beaucoup de choses à faire en termes d'entraînement, et ça c'est vrai dans toutes les disciplines. Je vous parle de ceux sur lesquels je travaille, mais c'est vrai dans d'autres disciplines équestres. En ce qui concerne l'activité cardiaque, eh bien, on peut équiper nos chevaux de la même façon qu'on équipe les sportifs humains. Donc on peut mettre des cardiofréquencemètres, on peut mettre des holters, des ECG, et puis enregistrer l'activité cardiaque à l'effort. Vous avez ici sur un test d'effort, donc ici c'est la fréquence cardiaque en fonction du temps, la période de préparation et d'échauffement, et puis ensuite, pendant 45 minutes, on a fait galoper le cheval. Alors vous voyez qu'il y a un effet piste, un effet tour. À chaque fois, il y a un pic. Et puis, à la fin, on lui demande un sprint et on voit la récupération cardiaque. Alors, ce type d'enregistrement, on peut faire du traitement mathématique dessus. On peut faire du traitement fréquentiel, par exemple, ce qui renseigne sur le contrôle neurologique de l'activité cardiaque, sur l'activité du système nerveux autonome. On peut calculer différents paramètres de ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, qui sont des indicateurs du niveau d'entraînement de l'animal, de sa maturité. Et pour l'instant, ce n'est pas encore démontré, mais on espère que ça pourra nous renseigner aussi sur son potentiel de performance. Et puis vous avez ici un petit seuil qui est en rouge, qui est la fréquence cardiaque de 64 battements par minute. Alors cette fréquence cardiaque, elle est importante parce qu'en course, le vétérinaire, si le cheval il est au-dessus de 64 battements par minute, eh bien, il le sort de la compétition. Donc le cheval, quand il termine son étape, il a un certain temps de repos et il doit être présenté au vétérinaire dès que sa fréquence cardiaque est en dessous de 64 battements par minute. S'il met trop de temps à récupérer, il est éliminé. Et donc, on s'est amusé à modéliser la récupération cardiaque des chevaux en fonction de combien de temps les chevaux mettent pour arriver à 64 battements par minute en fonction de leur vitesse et voir qu'est-ce qui se passait ensuite sur la course. S'ils continuaient la course dans de bonnes conditions, s'ils étaient éliminés à l'étape suivante. Alors, on va prendre ici la 4e étape, par exemple. Vous avez ici le temps de commer le cheval pour être présenté au contrôle vétérinaire. Ici, sa vitesse. Et en vert, tout va bien. Et quand on arrive en marron, le cheval, il a entre 80 et 100% de chance, si on peut appeler ça une chance, d'être éliminé à l'étape suivante. Donc ça, c'est fait par du calcul, c'est des régressions logistiques, ça a été modélisé. Et donc à quoi ça sert? Eh bien ça c'est utile pour les vétérinaires. D'une part, on sait que le cheval qui met en gros plus de 10-12 minutes à rentrer, eh bien c'est qu'il est cuit, c'est pas la peine de le laisser repartir sur l'étape suivante puisqu'il sera éliminé à la fin de l'étape suivante. Et ça permet à la Fédération équestre internationale de modifier les règlements et de dire, ben voilà, vous avez le droit d'abaisser le temps de récupération autorisé à 15 minutes. Donc c'est du calcul à partir des données de compétition. Alors, l'orateur précédent a parlé de capteurs qu'on mettait sur les joueurs pour reconstituer la locomotion. On peut faire exactement la même chose chez le cheval. On met des accéléromètres sur une sangle, on les met sur le sternum. Et à partir des accélérations, alors ici vous l'avez, je pense que c'est en Z, on a 3 capteurs. Et donc on peut reconstituer toutes les caractéristiques de la locomotion, la propulsion, la symétrie entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on peut comparer notre cheval à la population de référence. Donc ici, c'est nos chevaux d'endurance. Donc tout ça, ça permet d'une part de caractériser les individus. Et puis, pour l'instant, on est dans une phase prospective, mais on pourrait essayer de déterminer quelles sont les caractéristiques de la locomotion optimale pour un sujet qui est performant et ensuite sélectionner les meilleurs sujets. On en arrive à ce qui est vraiment particulier du monde du cheval, ce qui est la sélection génétique. Alors vous avez ici les performances du meilleur cheval français actuellement en endurance. Toutes les performances sont enregistrées par la Fédération française d'équitation et toutes les performances de tous les chevaux d'endurance qui courent en France sont analysées et permettent de calculer des indices de performance. Et tous ces calculs-là, c'est des calculs qui sont très complexes avec des simulations, puisqu'on fait plusieurs propositions, plusieurs sortes de calculs. Ils prennent en compte les performances des chevaux dans les courses. Est-ce qu'ils sont classés? Est-ce qu'ils sont éliminés? À quelle vitesse ils vont? Quelle vitesse vont les autres chevaux? Quel est le pourcentage de chevaux qui est classé?
l'âge des chevaux, le sexe du cheval rentre en ligne de compte. Et à partir de tout ça, c'est mouliné. Et on édite des index tous les ans. Alors vous avez ici, c'est le meilleur cheval, il a un indice de 160. Le cheval moyen, il a un indice de 105. Et donc tout ça, c'est des calculs qui sont faits pour le cheval d'endurance, mais qui se font aussi dans toutes les autres disciplines. Donc là, c'est vraiment des simulations mathématiques, des équations qui sont très complexes, et ça évolue au cours du temps, en fonction de l'évolution des disciplines. Enfin, pour la sélection génomique, le principe, je vais vous présenter ici le principe du génotypage. Le génotypage, ça consiste à partir d'un prélèvement de sang à aller étudier l'ADN. Et donc, on pose des petits marqueurs sur l'ensemble du génome, des marqueurs réguliers, et on voit s'il y a des petites mutations à l'emplacement de ces marqueurs. Quand on a commencé le projet, on était sur des puces avec 50 000 marqueurs, et puis là, les dernières, il y a 670 000 marqueurs. Donc pour ces 670 000 balises, on sait s'il y a ou non une mutation chromosomique. Et en face de ça, pour une population, donc là, nos premiers calculs, ils sont sur 600 chevaux. Maintenant, on a des données sur 1500 chevaux. Eh bien, on met les performances. Alors, pour traiter toutes ces données, c'est extrêmement complexe. Moi, je suis vétérinaire, je ne suis pas mathématicienne, donc il y a des gens qui m'aident. Toutes les données de génomique, en fait, il y a des mathématiciens qui vont construire ce qu'on appelle des pipelines. À partir des données d'entrée, eh bien, ils vont nous ressortir des interprétations biologiques. Donc là, on a dit il faut que notre mutation, elle interviennent dans au moins 5% d'amélioration de l'indice. Et donc, on a pu sortir qu'on avait 7 petites mutations qui intervenaient dans une amélioration de l'indice. C'est celles qui sont entourées. Ici, c'est la position de tous ces petits marqueurs sur les différents chromosomes. C'est une représentation graphique. L'étape suivante, c'est les biologistes qui la font pour aller voir si ça correspond à des gènes ou si c'est de l'ADN non codant et si derrière, on peut élaborer un test de sélection génétique pour nos chevaux. Donc voilà, c'était une présentation qui part un petit peu dans tous les sens, tout ce qu'on fait sur le cheval athlète. Bon, les mathématiques, elles interviennent dans le traitement statistique des données, elles interviennent dans le calcul d'indices de sélection. Idéalement, si on avait la possibilité, eh bien, on aimerait pouvoir aller encore plus loin, modéliser l'entraînement. À partir de toutes les données d'entrée qu'on a, on pourrait aussi établir des modèles de prédiction de la performance, soit sur les compétitions, comme ce qui commence à être fait chez le sportif humain, soit à l'échelle de la carrière de l'individu. Et puis je vais terminer en disant que tout ce travail, c'est des collaborations qui se font entre les mathématiciens et les biologistes. C'est-à-dire qu'on apporte des données d'entrée, des données de compétition, des données de caractérisation des individus. Il y a un traitement mathématique et puis derrière, il y a une interprétation biologique et une utilisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour toutes les questions. Alors, y a-t-il quelques questions sur ce nouveau thème du cheval athlète ? Oui, bonjour. Je crois que maintenant on clone les bons chevaux. Alors, est-ce que vous avez testé des clones et est-ce qu'ils sont vraiment identiques ? Alors oui, on clone des chevaux. Il y a des clones de chevaux de saut d'obstacle. Il y a un clone de cheval d'endurance. Alors en termes d'identique, non, ils ne sont pas exactement identiques. Les clones sont déjà extérieurement, ils ne sont pas exactement identiques parce qu'on a tous les effets milieux qui interviennent et qui vont faire que physiquement, ils ne vont pas être exactement identiques. Vous avez vu pour les bovins, par exemple, la répartition des tâches sur les vaches, elle n'est pas la même. C'est pareil sur les chevaux. Et en termes de performance, en fait, ça n'est pas testé et les producteurs des clones ne le souhaitent pas. Bon, ces chevaux-là, en général, les chevaux qui sont clonés, c'est des chevaux qui étaient castrés, qui ne pouvaient pas être reproducteurs. Donc, ils les clonent pour avoir des reproducteurs. Voilà, donc c'est des mâles qui étaient hongres, qui ont fait leur compétition en tant que hongres et qui sont donc clonés en tant qu'entiers. En endurance, par exemple, on sait que le caractère mâle entier est défavorable à la performance. Les hongres sont meilleurs que les entiers. Donc on a très peu d'entiers à haut niveau, ce qui fait que ces chevaux-là ne peuvent pas être reproducteurs derrière.
Oui. J'avais une question sur l'entraînement des chevaux d'endurance. Donc très clairement, on est très loin de ce que peut être l'entraînement d'un athlète humain. Et c'est assez étonnant. Et donc j'aimerais savoir s'il y avait des raisons particulières à ça. Parce qu'on aurait pu aussi calquer l'entraînement des chevaux sur ce qui se fait pour l'humain. Oui, alors pour en avoir discuté avec plusieurs entraîneurs humains, voilà, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivée, qu'on n'avait rien à voir. On a essayé d'augmenter la charge d'entraînement. En augmentant, les chevaux deviennent meilleurs, mais on a plus de casse. Alors, quand je dis de la casse, le gros problème du cheval, c'est le problème du sportif en général, mais c'est accentué chez le cheval, c'est la pathologie locomotrice, c'est les tendinites, c'est les arthropathies, c'est les fractures éventuellement, c'est les dorsalgies. Et donc, plus on augmente la charge d'entraînement et plus on a de risque de casse. Avec ce type de programme d'entraînement, moi j'ai eu l'opportunité de suivre l'équipe de France sur la préparation aux Jeux équestres mondiaux. Sur l'année, on a quand même un tiers des chevaux qui présentent un problème pendant la saison de compétition, juste avec ce type d'entraînement. En augmentant la charge d'entraînement, on a plus de problèmes. On avait essayé de le faire, on a eu jusqu'à 50% de chevaux qui étaient arrêtés. Donc je pense que intuitivement, on est arrivé à un compromis entre l'activité qui était minimale pour entraîner le cheval et puis ce qui était supportable pour ne pas avoir trop de pathologies derrière. Dernière question, vous nous avez surtout parlé des chevaux d'endurance. Est-ce que le milieu du cheval, de façon générale, toute discipline confondue, est ouvert à cette approche plus cartésienne, plus scientifique, plus mathématique de l'entraînement, ou est-ce que les entraîneurs plus classiques ont envie de garder leur façon de faire et leur savoir-faire ? Alors c'est très varié, ça dépend vraiment des disciplines. D'une manière générale, le milieu du cheval est un milieu qui est traditionnel. Les courses, notamment, il n'y a rien qui a changé depuis des décennies. Les chevaux sont toujours nourris pareil, entraînés pareil. Et toute la stratégie, c'est pour l'entraîneur d'engager le bon cheval dans la bonne course. Il y a des disciplines où c'est un petit peu plus ouvert. Voilà, moi, je travaille en endurance parce que justement, c'est une discipline qui évolue très rapidement, qui était quasiment inconnue il y a 20-25 ans et qui maintenant est la deuxième discipline équestre qui est pratiquée. Donc, il y a vraiment une demande, une professionnalisation et puis la volonté d'améliorer les choses. Dans le monde du trot, il y a aussi des entraîneurs qui... C'est peut-être dans le monde du trot même que ça a commencé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années avec des entraîneurs qui travaillaient avec des cardio-fréquence-mètres, qui essayaient de mesurer la performance de leurs chevaux à l'entraînement et de déterminer les capacités des chevaux. Après, il y a d'autres disciplines où c'est plus du cas par cas, un entraîneur qui va vouloir le faire, mais c'est vraiment pas systématique. Merci à vous, Céline Robert. Une dernière question de Amandine Aftalion qui me disait qu'il ne faut pas déborder alors qu'on a déjà 10 minutes de retard et qui veut prolonger, elle n'a pas envie de prendre son café. Non, juste une question très rapide par rapport à l'exposé sur la motivation. C'est clair qu'un sportif humain, même si on sait pas on sait ou on ne sait pas modéliser sa motivation, en tout cas, on sait que le sportif va vouloir gagner. Qu'est-ce qu'on sait sur la motivation du cheval ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'il est motivé à faire son endurance ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose lié à ça qui fait qu'il n'a pas forcément envie de faire ses 120 km ? Alors ça, c'est notre grosse problématique parce qu'en fait, là, je vous ai mis dans tous les facteurs de la performance, je vous ai mis le comportement et dans lequel il y a la motivation qui entre. Vous avez vu que chez l'homme, c'est déjà pas forcément évident à évaluer. Chez le cheval, c'est encore plus compliqué, d'autant plus qu'il y a la motivation du cavalier qui entre en ligne de compte. Il y a des chevaux qui clairement sont contents de courir et qui vont avoir... Moi, c'est pas forcément la motivation, mais c'est la capacité à aller jusqu'au bout. Parce que la plupart des chevaux, ils sont contents de partir, d'aller se promener. C'est naturel pour eux d'aller se promener dans la forêt et de faire du chemin. Mais au bout d'un certain temps, ça commence à faire mal. Et faire 160 km, c'est évident que les chevaux, ils ont mal. Donc celui qui va aller jusqu'au bout, c'est celui qui va accepter de supporter la douleur pour aller jusqu'au bout. Soit pour faire plaisir à son cavalier, soit parce que on peut imaginer qu'il y a une libération d'endorphine comme chez l'homme et qui va faire qu'il est un petit peu drogué par la course, ou d'autres choses qu'on n'appréhende pas du tout, mais ça on ne sait absolument pas comment le mesurer. Merci à vous Céline Robert. Donc c'est la mi-temps, on se retrouve... Oui, vous pouvez applaudir Céline Robert, bien sûr.